On l'a fait attendre. Pendant des heures, sous la chaleur écrasante devant les grilles du palais, le capitaine Ibrahim Traoré est resté debout sans armes, sans voix, sans considération. Sa demande était simple, parler au nom des soldats affamés, mourant sur les lignes de front. Mais le silence qui lui a répondu était plus assourdissant que les coups de feu, c'était du mépris. Un jeune officier osait réclamer la justice, et ils l'ont traité comme un enfant. Rail. Ignore. Reject. Ce jour-là, ils ne se sont pas contentés de lui claquer la porte au nez, ils ont déclenché une tempête. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'homme qu'ils ont humilié allait bientôt devenir la force qui libérerait l'Afrique. Et tout a commencé par une attente. Ils n'ont pas seulement ignoré le capitaine Ibrahim Traoré, ils l'ont dépouillé de sa dignité, devant sa propre ombre. C'était en fin d'après-midi, à Ouagadougou. L'air tremblait au-dessus du bitume, et le vent était immobile, chargé de poussière et de tension. Le capitaine Ibrahim Traoré se tenait seul, face à l'enceinte présidentielle, ses bottes enfoncées dans le gravier brûlant. Son uniforme était trempé de sueur. Dans ses mains, un dossier rempli de rapports urgents, des récits de soldats mourant sans nourriture, sans munitions, sans espoir. Il attendait depuis plus de 3 heures. À l'intérieur du palais, les climatiseurs ronronnaient au-dessus des rires d'hommes en costumes impeccables et chaussures brillantes. Ils savaient qu'il était là. Un jeune officier les avait prévenus. Un aide était revenu du portail en lançant « Moqueur, votre capitaine attend comme un mendiant, cherche-t-il la pitié ou le pouvoir ?» Ils ont ri. Pour eux, il n'était qu'un idéaliste, jeune et fougueux, mais trop vert pour représenter une menace. Un homme de terrain, un sous-fifre, un petit capitaine désespéré. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train d'humilier. Pour Ibrahim Traoré, cette attente n'était pas seulement physique, elle était profondément personnelle. Chaque minute qui passait était une gifle de plus à l'encontre des soldats qu'il représentait. Ce n'était pas un simple retard, c'était une déclaration. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vos vies ne valent pas notre temps. Il ne demandait pas une promotion. Il ne sollicitait aucune faveur. Il était venu pour les prévenir que le moral dans les rangs s'effondrait, que les campagnes sombraient dans le chaos, que ces hommes étaient enterrés dans des fosses anonymes, sans médaille, sans reconnaissance, seulement le silence. Il était venu dire la vérité. Mais le portail est resté fermé. Et le silence n'a fait que s'amplifier. Ce moment-là, celui où la sueur lui coulait dans les yeux et où personne ne venait, a tout changé en lui. Ce que les hommes du président n'ont pas vu, ce n'était pas un officier faible en train d'attendre. Ils n'ont pas perçu la colère contenue. Ils n'ont pas remarqué la façon précise dont Ibrahim Traoré se tenait. Le dos droit, le regard scrutant chaque fenêtre, chaque balcon. Ils n'ont pas compris que son silence n'était pas de la soumission. C'était un calcul. Lorsqu'il s'est retourné pour partir, personne n'a remarqué le basculement. Mais quelque chose s'était fissuré, et autre chose s'était solidifié. Il n'est pas rentré à la caserne. Il est entré dans l'histoire. Les jours qui ont suivi furent flous. Non pas d'action, mais d'écoute. Traoré a écouté les récits de jeunes soldats ayant perdu leurs jambes sur des mines et n'ayant jamais reçu la visite d'un supérieur. Il a écouté les mères qui venaient à la base, la nuit, demander à voix basse si quelqu'un avait vu leur fils. Il a écouté la rage derrière les regards muets. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a mémorisé. Car ce moment devant le palais lui avait révélé une vérité. Il ne changerait jamais de l'intérieur. Et il n'allait plus leur en faire la demande. Ceux qui détenaient le pouvoir avaient pris sa courtoisie pour de la faiblesse, sa patience pour de la peur, sa loyauté pour de la soumission. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils venaient d'allumer la mèche d'une révolution. Pas avec des balles, avec de l'arrogance. À partir de ce jour-là, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un capitaine dans l'armée burkinabé. Il était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à demander, mais tout à défendre. Et tout cela avait commencé par un simple coup frappé, resté sans réponse. Ce coup à la porte sans réponse n'avait pas clos l'histoire, il avait lancé le compte à rebours. Quand Ibrahim Traoré retourna à Kaya, il n'y eut ni discours, ni déclaration, ni cri de révolte. Mais le silence qui l'entourait avait changé. Ceux qui le connaissaient bien pouvaient le percevoir dans sa manière de se mouvoir, avec précision, avec détermination,
avec la discrète intensité d'un homme qui avait vu la vérité en face et savait désormais ce qu'il fallait faire. Il n'avait pas besoin de convaincre qui que ce soit par des mots. L'humiliation qu'il avait subie devant les grilles du pouvoir s'était déjà répandue dans les rangs. Tout le monde avait entendu les murmures. Les soldats postés à des centaines de kilomètres savaient déjà. Le capitaine Traoré avait tenté de parler pour eux. On ne l'avait même pas laissé entrer. Ce simple fait avait tracé une ligne. Les soldats, eux, n'étaient pas surpris. Ils étaient habitués à être ignorés. Habitués aux promesses non tenues, aux soldes en retard, aux rations périmées, aux camions qui n'arrivaient jamais. Ce qui les avait choqués, c'était que quelqu'un avait enfin essayé, et que même lui, Ibrahim Traoré, avait été rejeté comme un enfant dans un jeu d'adulte. Alors, ils commencèrent à se rassembler. Discrètement, d'abord. De petites réunions commencèrent à se former après la tombée de la nuit. Non seulement parmi les soldats et sergents, mais aussi chez les lieutenants, les capitaines, et même quelques commandants. Dans chaque camp, du Sahel à l'Est, la même question revenait. S'ils ne l'écoutent même pas lui, qui écouteront-ils un jour? Traoré savait ce qui se passait. Il n'attisait pas les flammes, il leur donnait de l'oxygène. Il retourna à la caserne et se mit à documenter. Il rassembla des rapports de pertes, des cartes de territoires tombées aux mains des insurgés, des vidéos de villages réduits en cendres. Mais il ne collectait pas seulement des faits, il recueillait des émotions. Des récits, de la douleur, de la colère. Il parlait en tête-à-tête avec les familles des morts, avec les jeunes recrues qui avaient déjà vu plus de morts que de repas. Il s'asseyait dans la poussière avec eux, jamais au-dessus d'eux. Et chaque fois que quelqu'un disait « Capitaine, personne ne s'en soucie », il répondait simplement « Moi, si ». C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un simple soldat. Il est devenu le reflet de leur souffrance, un homme qui portait leurs cicatrices sans avoir besoin de les montrer. Il était toujours sous-payé, toujours sous les ordres de supérieurs. Mais désormais, il portait quelque chose qu'aucune promotion ne pouvait offrir, la légitimité. Les hauts gradés de la capitale ne l'avaient pas encore compris. Ils croyaient encore que leurs bottes cirées et leur sol en marbre les protégeaient. Ils pensaient que le silence signifiait obéissance. Mais, une fois encore, ils avaient mal interprété ce silence. Dans chaque base, sous chaque uniforme, les soldats commençaient à s'aligner. Non pas derrière une idéologie, ni selon des lignes tribales ou des bannières politiques, mais derrière un seul nom, Ibrahim Traoré. Ce n'était pas parce qu'il leur promettait le pouvoir. Il ne leur offrait ni richesse, ni vengeance. Ce qu'il leur offrait était bien plus rare, la dignité. Celle qui naît lorsqu'on sait que sa vie est vue, que sa lutte est reconnue, que son sacrifice est honoré. Même parmi les officiers qui, autrefois, le trouvaient trop jeune, les avis commençaient à changer. Un lieutenant, aguerri par des années de combat dans la zone des trois frontières, murmura un soir, « C'est le seul qui traverse le sang sans piétiner les corps. » À ce stade, les réunions de Traoré prenaient de l'ampleur. Pourtant, il n'y avait ni slogan, ni discours politique. Juste une préparation silencieuse. Les hommes se préparaient, non pas pour attaquer, mais pour reconquérir. Ils nettoyaient leurs armes avec un soin particulier. Ils réparaient les radios, affinaient les chaînes de communication, traçaient des cartes, des plans de repli, des stratégies alternatives. Tout était répété comme une mission. Mais personne n'osait encore le dire ainsi. Et Ibrahim Traoré, il se déplaçait parmi eux comme l'un des leurs. Parce qu'il l'était. Jamais il ne demanda la loyauté. Il l'avait gagnée. On avait tenté de le faire taire, désormais, il parlait à travers 1000 hommes. Le coup frappé à la porte était resté sans réponse, mais cette porte ne tiendrait plus très longtemps. La loyauté n'avait pas été exigée, elle avait été méritée. Et maintenant, elle se transformait en action. Ce qui n'était au départ qu'un trouble discret avait évolué en un rythme maîtrisé, une pulsation collective, partagée entre les bottes des soldats et le souffle de leur capitaine. Ibrahim Traoré ne demanda pas « Qui est prêt ?» Il demanda simplement « Qui se souvient du silence devant les grilles du palais ?» Ils s'en souvenaient tous. Les réunions commencèrent, jamais officielles, jamais enregistrées. Elles avaient lieu après minuit, dans des réserves, des hangars vides ou des recoins sombres de casernes poussiéreuses.
L'air y était chargé de secrets, mais encore plus de détermination. Personne n'élevait la voix. Personne ne touchait à son fusil. Ce n'était pas encore un coup d'État, mais c'était déjà quelque chose de plus dangereux, un mouvement, avec de la discipline. Traoré s'asseyait au centre, souvent sans dire un mot pendant les 10 premières minutes de chaque réunion. Il observait, écoutait, calculait. Il savait que les révolutions échouent non pas par manque de passion, mais par manque de précision. Et ce qu'Ibrahim Traoré construisait, ce n'était pas une rébellion, c'était une rectification. Chaque rassemblement portait sur un seul objectif, la préparation. On ne parlait ni de politique, ni d'idéologie. On parlait logistique. Quel véhicule était encore en état de marche? Combien d'hommes étaient fiables dans chaque base? Qui contrôlait les communications? Quelle route était peu surveillée la nuit? Que se passerait-il si la station relais principale de la capitale tombait en panne pendant 20 minutes? Chaque réponse était notée, puis brûlée. Il ne s'agissait pas de pouvoir. Traoré le répétait souvent. Le pouvoir, c'est ce qu'ils poursuivent, disait-il. Nous, on est là pour la justice. Son cercle le plus proche était restreint, sélectionné non pas selon le grade, mais selon l'intégrité. Certains étaient des sergents chevronnés qui avaient enterré trop de frères d'armes. D'autres, de jeunes lieutenants qui avaient vu leurs supérieurs fuir sous le feu. Chaque homme dans cette pièce avait saigné pour un pays qui avait oublié son nom. Et chacun d'eux voyait en Ibrahim Traoré non un supérieur, mais le seul qui avait osé frapper à la porte du pouvoir sans peur. Et désormais, il cesserait de frapper. Pendant que le gouvernement s'alourdissait. Paradant dans la capitale en convoi, émettant des déclarations depuis des salles climatisées, Traoré, lui, restait enraciné. Il portait le même uniforme poussiéreux chaque jour. Il mangeait encore aux messes avec ses hommes. Il s'entraînait toujours avec eux à l'aube, non pas pour la forme, mais pour rester prêt. Il s'entraînait, pas seulement aux tactiques, mais à la retenue. Traoré était clair. Ceci ne serait pas un acte de vengeance. Pas d'exécution, pas d'épuration, pas de pillage. Il fallait que ce soit propre, chirurgical. L'ennemi, ce n'était pas le peuple. L'ennemi, c'était l'arrogance qui avait laissé le pays pourrir pendant que ses fils mouraient anonymes dans la brousse. En privé, certains dans son cercle doutaient de cette tenue. « Nous ne nous ferons pas de cadeaux », disait l'un d'eux. « Pourquoi le devrions-nous » Traoré répondit simplement. « Parce que nous ne sommes pas eux. » Chaque étape du plan fut répétée jusqu'à devenir un réflexe musculaire. Les troupes s'entraînaient en petits groupes tournants pour ne pas éveiller les soupçons. Les messages circulaient par les mains de fermiers, d'enseignants, même de vendeurs ambulants, des patriotes civils qui voyaient en Traoré un homme de principe, non d'ambition. À travers tout le pays, l'échiquier se mettait en place point, mais un seul camp savait que la partie avait commencé. Ce que les puissants n'avaient pas compris, c'est que leur monde avait déjà changé. Ils ne voyaient ni conférences de presse, ni foule en colère, ni déclaration de guerre. Alors ils ont cru que tout était calme. Mais ils ne comprenaient pas le nouveau type de révolution qui prenait forme derrière des portes closes. Une révolution née de la dignité, non de l'ego. De la discipline, non du chaos. Ibrahim Traoré ne se préparait pas à prendre le pouvoir. Il se préparait à le rendre, au peuple, aux soldats, à une nation vidée de son sang et jamais remerciée. Bientôt, le Burkina Faso et le monde entendraient le bruit de quelque chose qui se brise, point pas une vitre, point pas un mur, point, mais l'illusion que le pouvoir pouvait encore ignorer la voix de son propre peuple. Le plan n'était plus une théorie. Il vivait dans la prise ferme sur les fusils, dans les hochements de tête silencieux entre soldats, dans les regards qui ne se tournaient plus vers la capitale pour recevoir des ordres, mais vers Ibrahim Traoré pour trouver un sens. Le signal final ne vint pas avec un cri, mais par une simple phrase transmise de camp en camp, la porte est ouverte. La nuit du 30 septembre 2022 commença comme tant d'autres à Ouagadougou, humide, tendu, étrangement calme. La ville s'était habituée à l'incertitude. Mais cette nuit-là ne se terminerait pas comme les autres. Cette fois, elle entrerait dans l'histoire. À exactement 2 heures du matin, les premiers véhicules blindés sortirent de la garnison de Kaya. Ils avançaient comme des prédateurs dans l'obscurité, phares éteints, pneus fendant le silence. Leur destination était claire, le cœur de la capitale. Derrière eux,
Des colonnes d'hommes, certains en uniforme rapiécé, d'autres en bottes usées, mais tous liés par un même fil invisible. La loyauté envers Ibrahim Traoré. Aucun cri de guerre. Aucun drapeau, point, seulement le rythme sourd et régulier des bottes sur l'asphalte et le cliquetis d'armes prêtes, mais non levées. À l'intérieur du palais présidentiel, peu se rendaient compte que les murs se refermaient. Les rapports arrivaient lentement, brouillés, facilement écartés par un pouvoir ivre de sa propre illusion de contrôle. Ce n'est qu'à la chute des premiers postes de contrôle, sans résistance, que la panique commença à fissurer les sols de marbre. À 5 heures du matin, le ministère de la Défense était encerclé. À 6h30, la station de télévision nationale s'éteignait. À 7 heures, tout était terminé, avant même que la ville ne se réveille complètement. Quand les ondes reprirent à 8 heures, l'image qui envahit chaque téléviseur, chaque téléphone portable, chaque fréquence radio, n'était pas celle de l'ancien régime. C'était celle d'un homme en treillis, son uniforme couvert de poussière, sa voix posée, sa présence incontestable. Ibrahim Traoré se tenait devant la nation, non pas derrière un pupitre, mais aux côtés de ses frères d'armes. Il ne portait ni médaille, ni écharpe, ni trace de grandeur affichée. Seulement un béret rouge, un gilet pare-balles, et le visage de celui qui avait choisi le service plutôt que la survie. Le message fut bref, sans menace. Sans fanfaronnade, juste la vérité. Nous avons écarté ceux qui refusaient d'écouter, nous avons rendu la parole au peuple, nous avançons, pas en arrière, pour le Burkina Faso. Pour la dignité. Pour l'espoir. Le monde extérieur s'agitait, à la recherche d'explications. Les analystes murmuraient à propos de coups d'État et d'instabilité. Les journalistes scrutaient les moindres signes de bain de sang. Les politiciens des capitales étrangères lançaient des appels au calme, sans même savoir qui avait réellement pris le pouvoir. Mais le peuple du Burkina Faso, lui, savait. Il a envahi les rues, non pas pour protester, mais pour célébrer. Les marchés, les écoles, même la circulation se sont arrêtés, tandis que les foules envahissaient les places publiques, brandissant des drapeaux, chantant des hymnes longtemps étouffés par la peur. Ils n'acclamaient pas un nouveau roi. Ils acclamaient un soldat, un homme qui se souvenait de leur nom, de leur combat, de leur mort. Le message était clair, la nation avait dormi trop longtemps. Ibrahim Traoré avait simplement été le premier à se réveiller. Et maintenant, il avait réveillé les autres avec lui. Mais Traoré resta prudent. Il savait que les révolutions gagnées avec des fusils pouvaient être perdues par la cupidité. Il refusa les limousines personnelles. Il rejeta les bureaux luxueux. Il continua de vivre dans les casernes militaires, entouré de ceux en qui il plaçait sa vie. Lorsque les ambassadeurs étrangers demandèrent des rendez-vous, Traoré les fit attendre, comme on l'avait autrefois fait attendre. Certains n'obtinrent même jamais de réponse. Ce n'était pas une revanche. C'était un rappel au monde entier. Le Burkina Faso ne se mettra plus à genoux, et devant les puissances étrangères, et devant les dirigeants corrompus, et même devant le poids de l'histoire. Au coucher du soleil, ce jour-là, sur Ouagadougou, l'air était chargé de fumée, celle des feux de joie allumés un peu partout. Des enfants dansaient, pieds nus dans les rues. D'anciens combattants, les larmes aux yeux, saluaient les écrans de télévision. Des mères serraient contre elles les photos de fils tombés dans des guerres dont personne n'avait jamais pris la peine d'expliquer le sens. Un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Non pas écrit par des politiciens dans des palais, mais gravé par les bottes poussiéreuses des oubliés. Et au centre de tout cela, debout, discret, presque solennel, se trouvait Ibrahim Traoré, l'homme que l'on avait autrefois refusé de recevoir, devenu le gardien de la seconde chance d'un peuple. La nuit se termina dans la fête. Mais le vrai travail commença dès le lendemain matin. Les acclamations n'avaient pas encore disparu que Traoré convoquait sa toute première réunion, non pas avec des généraux, mais avec des enseignants, des ingénieurs, des médecins, des agriculteurs. Son message était simple, nous n'avons pas pris le pouvoir pour le garder. Nous l'avons pris pour le rendre. L'ancien régime aurait trouvé dans ce moment une occasion de se reposer. Traoré, lui, fit l'inverse. Il refusa catégoriquement le salaire présidentiel. 76 000 $ par an. Il l'écarta d'un geste et conserva sa paie modeste de capitaine. Ce n'était pas du symbolisme.
C'était une question de principe. Dans un pays où la majorité vit avec moins de 3 dollars par jour, il refusait d'être l'exception. Le palais présidentiel, doré, climatisé, isolé de la réalité, resta intact, inoccupé. Ibrahim Traoré continua de vivre dans ses quartiers militaires, mangea la même nourriture que ses soldats, marcha sur les mêmes trottoirs fissurés que son peuple. Son tout premier décret présidentiel ne portait pas sur la politique, mais sur la dignité. Il réduisit les salaires gouvernementaux de 20% et réaffecta ses fonds à pied des champs boueux pour aller saluer les agriculteurs par leur nom. Il n'avait pas besoin de ces mots, il voyait tout dans ses bottes. Il ne demanda pas de caméra. Il ne fit aucun discours orchestré sous les applaudissements. Il agissait simplement. Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le continent. De Dakar à Nairobi, des groupes de jeunes commencèrent à imprimer son visage sur des t-shirts. À Johannesburg, des étudiants scandaient son nom lors de rassemblements exigeant des réformes. Partout en Afrique de l'Ouest, les murmures devinrent des slogans, soit comme Traoré. Ce qui avait commencé comme une révolte silencieuse dans une caserne oubliée était devenu un mouvement, une renaissance de l'espoir dans des lieux où la politique était depuis longtemps empoisonnée. Mais Traoré ne se laissa jamais distraire par les louanges. Il savait à quel point l'admiration pouvait vite se transformer en manipulation. Des émissaires étrangers arrivèrent, proposant des accords commerciaux, du soutien militaire, des séances photos officielles. Il écoutait, mais ne s'inclinait jamais. Lorsqu'on lui demanda si le Burkina Faso renouerait avec les anciens partenariats coloniaux, il répondit sans ciller. « Nous ne sommes pas vos enfants. Nous sommes vos égaux. » À la dépendance, il préféra l'autonomie. Il lança des usines textiles locales pour réduire l'importation. Il investit dans l'agriculture, introduisant des tracteurs et des systèmes d'irrigation dans des communautés qui n'avaient jusqu'alors compté que sur la pluie. Il déploya des unités médicales mobiles pour atteindre les zones les plus reculées et initia un projet visant à bâtir le plus grand réseau d'éducation rurale d'Afrique, où les élèves apprendraient non seulement les mathématiques et les sciences, mais aussi l'histoire, enracinés dans leur propre terre. Et pourtant, malgré tous ces progrès, Traoré restait douloureusement conscient du prix de son ascension. Jamais il ne glorifia le coup d'État. Jamais il n'y parla de victoire. Il parlait de « remise à zéro », un frein d'urgence tiré pour empêcher une nation de s'écraser. Et dans les cendres, il semait autre chose. S'il continuait de porter son uniforme de capitaine, ce n'était pas par nostalgie, mais comme rappel quotidien. Ibrahim Traoré n'avait jamais oublié qui il était. Pas un politicien, mais un protecteur. Certains se moquaient de sa simplicité. On lui demandait où sont le protocole, le cortège présidentiel, les costumes sur mesure. Il répondait, en conduisant lui-même jusqu'aux réunions officielles, sans escorte, sans caravane. Pour beaucoup en Afrique, c'était impensable. Les présidents étaient censés être au-dessus du peuple, distants, intouchables, presque divins. Mais Traoré renversa cette vision. Sa philosophie faisait écho à Sankara, Nkrumah et Lumumba, mais teintée d'une urgence propre à notre époque. Sa présence était révolutionnaire, non seulement dans ses méthodes, mais dans son message. Le leadership n'est pas une couronne. C'est un fardeau. Ce qui avait commencé par une porte close à Ouagadougou était devenu une fissure dans le mur de la complaisance postcoloniale. Et cette fissure ne cessait de s'étendre. Ibrahim Traoré n'avait pas simplement renversé un président, elle avait redéfini ce que signifie diriger. Et partout en Afrique, des millions de personnes qui, autrefois, n'avaient connu que la trahison, recommençaient à croire, non pas dans des promesses, mais dans les pas calmes et déterminés d'un homme qui marchait à leur côté. Cet homme qu'on avait autrefois laissé attendre devant les grilles est devenu le symbole d'un continent qui se relève. Ce qui avait commencé par une humiliation devant un palais s'est transformé en un mouvement qui a secoué l'âme de toute l'Afrique. Ibrahim Traoré n'a jamais cherché à devenir un symbole. Il n'a jamais demandé à diriger une nation, jamais fait campagne pour une couronne. Il a simplement frappé à une porte, pas pour lui, mais pour les soldats oubliés qui se tenaient derrière lui. Et lorsque cette porte est restée fermée, lorsque le silence criait plus fort qu'un refus, il a choisi un autre chemin. Pas un chemin pavé de colère, mais de détermination.
Son ascension ne s'est pas construite sur le spectacle. Elle s'est bâtie sur du concret. Pendant que d'autres paradaient leur pouvoir, Traoré marchait dans les champs avec les paysans et s'asseyait sur des bancs en bois aux côtés des étudiants. Tandis que les responsables survolaient le pays en jet, lui empruntaient les routes poussiéreuses pour atteindre les villages sans électricité. Et pendant que d'autres parlaient de sacrifice, lui le vivait, réduisant son propre salaire, refusant le luxe, portant toujours l'uniforme dans lequel il avait saigné. Ce n'était pas un coup d'État. C'était une correction. Un rééquilibrage, dans un système faussé depuis trop longtemps. Traoré n'a pas arraché le pouvoir. Il a répondu à un appel, le cri collectif d'un peuple épuisé par la trahison, abandonné par la richesse, privé de dignité. Mais ce qui rend son histoire véritablement extraordinaire, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait pour le Burkina Faso. C'est ce qu'il a inspiré au-delà des frontières. Au Ghana, des jeunes leaders ont commencé à citer ses discours. Au Congo, des organisateurs communautaires ont évoqué son modèle de gouvernance comme preuve que l'intégrité était encore possible. Au Sénégal et au Nigeria, des syndicats étudiants ont imprimé son image aux côtés de celle de Sankara et Mandela. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim Traoré a rappelé à toute une génération que la révolution n'avait pas à rimer avec chaos et que le leadership ne signifiait pas privilège. Il a montré que la vraie force ne crie pas, elle agit. Elle consiste à se lever chaque jour, non pas pour être servi, mais pour servir. À une époque où l'Afrique est trop souvent représentée par d'autres, vendue à d'autres, ou simplement ignorée. Traoré a fait quelque chose de rare. Il a forcé le monde à écouter, sans jamais élever la voix. Son message n'était pas enveloppé dans des slogans ni des documents politiques. Il était incarné dans l'action. Mesuré. Modest, mais indeniable. Et ce faisant, il n'a pas seulement libéré un gouvernement. Il a libéré une idée. L'idée que les nations africaines peuvent se tenir debout non pas avec des béquilles étrangères, mais selon leurs propres termes. L'idée que le pouvoir doit répondre au peuple, et non l'inverse. L'idée que personne, aussi petit ou ignoré soit-il, n'est impuissant à changer le cours de l'histoire. Le capitaine qu'ils avaient autrefois tourné en dérision porte désormais les espoirs de millions. Et quelque part, dans la poussière devant cette même grille de palais où il avait attendu autrefois, ses pas sont toujours là. Pas comme un souvenir. Mais comme un rappel. Parce que parfois, ceux qu'on ignore sont précisément ceux qui reviennent pour nous sauver tous.